Je vous remercie vivement d'être rehaussé de votre présence en ces lieux. Nous vous sommes très reconnaissantes. Merci. Donc, on m'avait demandé de parler sur les luttes contre les changements climatiques. Alors, mon travail est subdivisé en 3 étapes. Première, c'est la compréhension de mots. Deuxième, c'est bref historique du changement climatique et sa lutte. Et troisième, c'est l'adoption et l'atténuation du changement climatique. Je commençais par la lutte. Dans le dictionnaire Encarta, la lutte est définie comme les actions soutenues pour la mise de moyens appropriés. Donc, une lutte, c'est quelque chose que vous êtes en train de chercher à arriver ou à éradiquer. Donc, vous luttez contre quelque chose qui peut être mauvais, vous luttez pour le mettre de côté, ou soit pour quelque chose qui est bon, vous luttez pour l'améliorer davantage. Donc, c'est ça, les actions soutenues pour la mise de moyens appropriés. Et le changement, c'est un processus de modification par évolution. Donc, les changements, vous voyez, c'est le processus. Vous pouvez commencer par 1, 2, 3, vous y allez dans les changements. Et le climatique, avant de commencer, de comprendre le climatique, il faut commencer par comprendre les climats. Climat, c'est météorologique, ensemble des phénomènes météoritiques qui se produisent au-dessus d'un lieu dans leurs accessions habituelles. Donc, vous entendez là, la météo, météorologique, fait parler de la météo. Je sais que tout le monde ici connaît, comprend ici ce qui se passe, ce que veut dire la météo. Donc, il y en a même dans nos téléphones, il y a à la télé, on nous montre qu'aujourd'hui, il va faire tel degré, ainsi de suite, il y aura la pluie et tout, et tout, et tout. Donc, c'est le climat qui est défini par la météorologique. Et en cela, je passe au deuxième étape, celui de bref historique du changement climatique. Le changement climatique s'est fait ressentir depuis le milieu du XXe siècle, avec les activités humaines qui ont eu un impact sur les systèmes climatiques de la Terre et ont provoqué des changements sur l'échelle mondiale. Le changement climatique a conduit à l'Organisation mondiale de la santé au XXIe siècle par le manque d'eau, par l'insécurité alimentaire et à plusieurs maladies infectieuses dues au déplacement des masses de la population. Donc, lorsque le changement climatique a commencé à se sentir, il y a eu le manque d'eau. Et le manque d'eau amène à la sécheresse. Et la sécheresse fait que les aliments ne puissent pas pousser et amène à l'insécurité alimentaire. Et par rapport à ça, les gens ont été appelés à se déplacer, aller chercher de l'eau, un endroit où ils peuvent trouver de l'eau pour mieux vivre. Et quand vous êtes dans un endroit où il n'y a pas d'eau, ça amène à l'insécurité alimentaire et les gens font des matières fécales n'importe comment et ces matières fécales vont dans les rivières, dans les ruisseaux et les gens sont amenés à aller puiser cette eau-là pour boire et ça amène des maladies infectieuses. Donc pour ce faire, les gens sont en train de fuir maintenant des milieux pareils où il n'y a pas d'eau, il y a l'insécurité alimentaire qui amène aux maladies infectieuses et ces femmes, la population fuit, se déplace pour aller chercher là où il y a de l'eau. Et c'est là où est née l'Organisation mondiale de la santé pour chercher des voies et moyens, comment il faut parvenir à éliminer ces maladies infectieuses, à mettre fin à ces maladies infectieuses. Et voilà, la lutte contre le changement climatique est vivement axée sur la promotion de l'équilibre mondial dans le respect de droits et mérites, dans le respect des droits
que méritent les pays contributeurs à la régularisation climatique mondiale. Suivant l'importance de chaque contributeur, et ces droits sont majoritairement imposés aux groupes économiques et aux pays les plus industrialisés selon le principe de pollueur-payeur. C'est-à-dire que ces changements climatiques a été produit par les pays vraiment industrialisés. Les pays qui produisent beaucoup, qui amènent la fumée, c'est la fumée qui monte, qui va faire, comment dirais-je, décomposer la glace qui est au-dessus, qui fait que le climat, le soleil ne puisse pas être très piquant, qui amène des rayons solaires qui piquent, qui sèchent qui sèchent la production locale. Et en cela, vous voyez même ici, quand vous passez au niveau de Bralima, vous voyez la fumée que la Bralima est en train de sortir à ce niveau-là, Bralima, Bracongo et tout ça. Donc, c'est-à-dire que c'est cette fumée-là, nous ici au moins, il n'y a que des industries à compter à bout de doigts. Mais dans d'autres pays, tels que les États-Unis, la Chine, l'Allemagne et tout ça, il y a beaucoup d'industries. Ce sont des gens qui polluent la nature. Et quand la nature est polluée, ça mène au changement climatique. Et c'est pourquoi nous voyons qu'on nous a parlé de changement climatique à partir du XXe siècle. Parce qu'au début, il n'y en avait pas. Et maintenant, après beaucoup de production des industries, ça amené la fumée à faire évaporer la glace qui est au-dessus pour que les calcaires puissent atteindre même le sol. Et à cela, il faudrait que les pays puissent faire en sorte de chercher des moyens, de voies et moyens pour atténuer ces chaleurs-là, des changements climatiques qui amènent au calcaire pour sécher le soleil et sécher l'eau, pardon, c'est amener à l'insécurité alimentaire. Il faudrait que la solution est qu'il faut qu'il y ait l'énergie renouvelable pour faire face à la pollution. C'est pourquoi aujourd'hui vous voyez que les pays qui sont en train de produire les véhicules commencent à chercher comment est-ce qu'il faut faire des véhicules qui vont rouler avec de l'eau ou bien les véhicules électriques. Tout ça, ce sont des solutions pour qu'il n'y ait pas beaucoup de pollution, afin que le climat soit quand même abordable à tout le monde. Notre politique est également axée sur la sensibilisation des populations congolaises en général et des communautés autochtones en particulier, à réaliser le niveau de haut risque ou des catastrophes naturelles que les sociaux peut causer la négligence de la conservation de la biodiversité. Ici, nous voyons que notre État, notre pays, la République démocratique du Congo, se donne à sensibiliser la population congolaise et surtout la communauté autochtone, les peuples autochtones. Ce sont eux les peuples riverains, les peuples qui vivent dans le forêt, qui est appelé à chaque jour utiliser le bois à coupe d'arbres. Et quand on coupe les arbres en désordre, on ne sait pas planter d'autres pour les remplacer, et cela va amener encore au réchauffement climatique. Et à cela, la conservation de la biodiversité. La biodiversité, c'est-à-dire, il y a tout ce qui est sur l'environnement. Donc, il y a l'eau, il y a la nature, et puis il y a les animaux. Donc, c'est l'ensemble de tout ça qui fait la biodiversité. Ainsi, au-delà de mesures d'interdiction d'exploitation abusive des ressources naturelles et environnementales que nous avons multipliées en RDC, nous ne cessons de lancer des messages de conservation de ressources naturelles, quoique la plupart constituent le moyen de survie pour la population. Donc, malgré l'interdiction, parce que pour couper les bois, il y a au ministère de l'Environnement, il y a l'autorisation de coupe de bois.
Et si vous n'avez pas cette autorisation, vous n'êtes pas appelé à couper le bois. Mais aujourd'hui, on voit que les gens, surtout les peuples autochtones, sont en train de vivre avec ça. Donc ils vivent de l'eau et ils vivent de bois. Donc s'il n'y a pas, ils ne coupent pas le bois, ils ne vont pas vivre. Donc ça fait partie de leur vécu quotidien. Donc même leur maison est bâtie en bois. Ils vendent le bois pour la construction de maisons. Nous tous ici, nous achetons de bois pour la charpente, pour des meubles, ainsi de suite. Et à cela, ça fait qu'ils coupent, ils n'arrivent pas à remplacer les arbres pour que ça puisse pousser, pour que nous ne puissions pas arriver au changement climatique ou au réchauffement climatique. Donc, les pays appelés par les autorités, par les canaux du ministère de l'Environnement, de continuer à sensibiliser la population. Et je sais qu'il y a une date là, je crois, si je ne m'abuse, le 5 décembre, où c'est une journée mondiale des plantes d'arbres. Donc, vous voyez, le ministère de l'Environnement a demandé avec les associations ou les ONG qui travaillent en partenariat d'aller sur terrain pour planter des bois. On montre ça chaque fois, c'est une sensibilisation. Donc cela est demandé à tout le monde de planter les arbres, même dans nos parcelles, pour que ça puisse nous aider à avoir de la fraîcheur. Si on ne plante pas, on va toujours se plaindre contre le soleil, la chaleur, ainsi de suite. Donc nous sommes appelés, mes chères sœurs, chers frères, de planter les bois. Vous voyez même dans votre parcelle aujourd'hui, quand vous avez un arbre, vous coupez cet arbre-là, vous voyez, il y a les agents du ministère de l'Environnement qui vont venir vous taxer des amendes parce que vous avez coupé sans autorisation. Donc aujourd'hui, pour couper les arbres, il faut toujours avoir l'autorisation du ministère de l'Environnement. Et pour les gens qui vont dans des carrés forestiers, ils ont toujours le droit et l'obligation de passer par le ministère de l'Environnement afin d'avoir l'autorisation de coupe de bois. S'agissant du respect de la substantielle contribution de la RDC dans la lutte contre le changement climatique dans le monde, notez que nous n'avons ménagé aucun effort pour promouvoir sur le plan international l'identité de notre cher et grand pays comme pays solution aux enjeux climatiques mondiaux. Cette promotion a connu notamment son succès à la COP 26 récemment tenue à Glasgow en Écosse. Donc vous voyez ici, j'aimerais brosser un peu. Nous étions à un moment au ministère de l'Environnement, je pense en 2015, et nous avons trouvé qu'il y avait un problème sérieux à ce niveau-là, où chaque fois lorsque les assemblées générales s'est passées concernant l'environnement, il n'y avait aucun membre du gouvernement ou bien une autorité qui devrait arriver à ce niveau-là pour décider ensemble avec ceux qui décident concernant l'environnement. Aussi longtemps que notre pays constitue 60% des forêts du bassin du Congo, donc nous sommes au deuxième place après la forêt de l'Amazonie. Donc, à cela nous amène à être toujours présents lorsqu'il y a des négociations ou il y a des assemblées qui concernent l'environnement. Mais il s'est fait qu'il y avait des années où la RDC était toujours absente. Et à cela, il y avait le Congo-Brazza n'a pas la capacité de la forêt que nous avons ici. Mais comme ils étaient toujours présents, il s'est fait que les fonds qui étaient alloués, les fonds verts qui étaient alloués à la RDC étaient bénéficiés par le Congo-Brazza. Tout ça pourquoi? Parce que la RDC a toujours été absente. Et aujourd'hui, l'année passée, il y avait une grande délégation qui était chapeautée par le président de la République lui-même. Et il s'est fait qu'il a assisté, vu son poids, il a assisté à ces assises et il a fait gagner à la RDC
la place de choix pour que nous puissions être nommés comme pays solution pour la promotion ou la conservation de l'environnement. Et à cela, il y a l'accord de Paris qui devrait normalement faire bénéficier aussi à la RDC de fonds. Et pour ce faire, il fallait que la RDC soit présente. C'est pour cela que nous sommes aujourd'hui publicités comme pays solution par rapport à notre dimension, par rapport à notre capacité de la forêt. Et à cet effet, étant détentrice d'immenses réserves, là, la deuxième forêt que vous suivez aussi des informations, vous avez vu que alimenter l'Afrique. Et en cela, on a conseillé donc hier dans le secteur à faire une canalisation qui va déboucher vers le ne va pas permettre à ce que l'eau puisse aller. Le sol là est dur, le sol est c'est pourquoi vous voyez que cette demande à la RDC attend de sa puissance au niveau climatique, de son leadership climatique. Lorsque nous sommes au deuxième gagnant-gagnant, donc 50-50, parce que nous apportons la gouvernance de nos patrimoines naturels mentionnés et de combattre plus efficacement des groupes d'armes pour qu'ils puissent faire d'autres activités qui vont les aider à ne pas couper l'arbre, plus équitable pour les efforts qu'il devra consentir de préserver ces forêts, car il va falloir électrique, l'agriculture itinérante sur des populations congolaises. Donc, malgré que la RDC est en train de réclamer cet équilibre, nous sentons que la femme est là et l'environnement a changé. Si ça ne change pas, nous les femmes qui sommes dans les organisations non gouvernementales, c'est-à-dire les associations, les ONG, faisons attendre notre voix. Et c'est là qu'il faudra réfléchir ensemble afin qu'elle puisse booster. N'est-ce pas les dames? Ouais. Voilà. Merci maman. Annie Mangou, vous avez la parole. C'est impossible. On lutte contre les effets du changement climatique. D'accord? Alors, mais celles qui ont parlé avant moi vous ont donné des définitions. Il se fait que moi aussi, je voulais qu'on marche ensemble avec des définitions. Autonomisation, je vais quand même vous donner ce que j'ai retenu. Hein. C'est un processus de modification des rapports de force en place qui les fait évoluer vers, hein, donc on passe de négatif et on évolue pour avoir une plus grande maîtrise des sources de pouvoir. Ça s'applique à la fois, autonomisation, c'est à la fois les femmes et les hommes. Le problème qu'on a maintenant, ce sont les femmes, mais ça concerne tout le monde. On peut autonomiser dans plusieurs domaines. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est l'autonomisation des femmes en agriculture, en foresterie, tout ce qui touche à la terre. Parce que si on doit lutter contre les effets des changements climatiques, ce n'est pas dans les bureaux, hein. Ce sont les femmes à la base, les femmes qui sont dans l'agriculture. Et je pense que vous en connaissez, ce sont des femmes très fortes. Alors, ça c'est pour l'autonomisation. Elle doit permettre aux individus, hommes et femmes, d'être les agents de changement qui doivent leur offrir un avenir meilleur. Alors, le changement climatique, bon, ben, c'est les variations des températures et des conditions météorologiques sur un long terme. Donc, ce n'est pas du 1er janvier au 31 décembre. C'est sur un très long terme qu'on voit les modifications. Alors, c'est aussi l'ensemble des variations des caractéristiques climatiques en un endroit donné au cours du temps. D'abord, le moteur de l'éducation. Il y a la famille, il y a l'école et il y a aussi l'environnement. Et aujourd'hui, le MERS est dégradé par rapport à l'environnement et puis par rapport à la télévision et aussi par rapport à l'Internet. Donc, à la maison,
l'enfant peut être bien éduqué, mais lorsqu'il sort, il va rencontrer les enfants qui ne sont pas bien éduqués et ils sont influents. Ils vont influencer aussi son comportement, ils vont influencer son éducation. Et aussi, vous voyez, il y a l'enfant est doté de téléphones pour la communication, mais les enfants par moment nous dépassent en ce qui concerne l'utilisation des téléphones. Il y a des choses, des applications qui sont dans les téléphones que nous, les parents, par moment, on n'arrive pas à y accéder. Mais les enfants entrent et ils voient des films pornographiques qui sont là-bas, qui font à ce que les enfants puissent appliquer cela. Nous avons vu dans les réseaux comment est-ce que les enfants d'une même famille, des mêmes pères qui se sont abusés. On voit aussi la dégradation de mœurs par rapport aux films, aux histoires qui se passent dans les églises, dans le réseau. Et lorsque les enfants entrent dans ça, et ça influence aussi leur éducation. Si vous n'êtes pas vraiment à côté de votre enfant à tout moment, l'enfant va être dérapé par rapport à ce qu'il voit à l'extérieur et ce qu'il voit dans son téléphone. Donc, ce n'est pas l'échec de la femme, mais c'est le mœurs au niveau de l'environnement, au niveau de la mondialisation que nous avons entre les mains qui fait que les enfants puissent être dérapés de leur éducation de base. Je crois que c'est ça. Les femmes ne savent pas leurs droits, prendre des responsabilités face aux enjeux électoraux. Je pense qu'il y a des femmes qui sont là, des femmes de partis politiques. Dans les partis politiques, au niveau de la base, il y a beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de femmes au niveau de la base. Mais lorsqu'il faut maintenant monter des échelons, arriver maintenant à prendre des fonctions de responsabilité dans des partis politiques, ça pose un peu de problème parce que beaucoup de partis politiques sont gérés par les hommes. Et les hommes, ils se partagent des butins de prendre des postes de responsabilité beaucoup plus et laisser la femme à la base pour chanter, danser, ainsi de suite. Et je pense qu'il y a d'autres partis politiques tels que mon parti, où les femmes sont au poste de prise de décision, au poste de responsabilité, et nous voyons qu'il y a beaucoup plus de femmes dans ces partis, plus que les hommes. Donc ça dépend de celui qui est de la vision du visionnaire du parti politique. Donc quand vous comprenez que dans la femme, il y a beaucoup d'opportunités dans la femme, vous allez placer la femme à la tête du parti. Mais si vous pensez que la femme, elle est là pour seulement vous accompagner, c'est là où vous trouvez que les femmes ne sont pas vraiment ne sont pas représentées beaucoup plus dans les partis politiques. Et il y a aussi, pour être candidate, donc pour amener les listes de candidatures au niveau de la CENI, là, il y a aussi un problème. Parce que dans l'article 13, alinéa 3 de la loi électorale, la liste, même s'il n'y a pas de femmes, ça ne constitue pas un blocage. Donc, il faudrait que nous, les femmes qui sont dans des partis politiques par moment, que nous puissions lutter pour qu'on puisse changer la loi électorale, surtout dans cet article 13, alinéa 3, pour qu'on puisse exiger dans chaque liste qu'il y ait représentation de femmes. Parce que, vous voyez, la fois passée, le président Kabila avait demandé à ce qu'on puisse ajouter un siège dans chaque circonscription que les femmes vont se battre. Mais on a vu à la fin, ça n'a pas été pris en considération. Et nous avons le bataille maintenant de lutter pour que cette loi-là, cet article soit changé, pour que quand on amène les listes par des partis politiques, s'il n'y a pas de femmes, qu'on puisse rejeter la liste pour exiger qu'il y ait des femmes. Parce qu'on se base par rapport à ça, et la CENI nous dit, lorsque vous amenez déjà de la liste signée par votre président de parti politique, on ne peut pas rejeter la liste, même s'il n'y a pas de femmes, ce n'est pas à leur niveau. Donc nous devons, nous les femmes, lutter dans nos partis politiques pour qu'on puisse mettre les femmes sur les listes et puis faire des plaidoyers pour que la loi, lorsqu'il y aura révision de la loi électorale, qu'on puisse vraiment amender cet article 13 alinéa 3 pour que la liste soit obligatoire, qu'il y ait des femmes sur les listes des candidats.
Bonjour, monsieur le journaliste. Nous avons suivi que vous avez choisi comme thème l'autonomisation de la femme congolaise. Vous pensez que cette autonomisation de la femme congolaise serait effective? Oui, elle est pas serrée, mais elle est effective. Elle est effective, pourquoi? Parce que nous voyons aujourd'hui beaucoup de femmes qui se prennent en charge. Les femmes se prennent en charge, ils s'autonomisent elles-mêmes. Donc, nous sommes au niveau de l'agriculture, vous trouvez des femmes. Au niveau de petits commerces, vous trouvez beaucoup de femmes d'ailleurs à ce niveau-là. Au niveau des femmes d'entreprise, vous allez trouver beaucoup de femmes. Au niveau des hémicycles, il y a des femmes. Donc, c'est-à-dire que l'autonomisation est déjà en marche. Sauf que c'est un processus. Nous sommes en train d'aller petit à petit. Chaque année, vous voyez qu'on parle toujours de la promotion, de l'autonomisation. Ça revient toujours, même quelle que soit la formulation du thème, mais l'autonomisation et la promotion continue. Donc, c'est-à-dire que les femmes sont en train de prendre conscience petit à petit pour aller de l'avant et faire en sorte que nous puissions arriver au quota qui est dans la Constitution de 50% de la représentation de la femme à tous les niveaux. On dit ennemi de la femme, c'est la femme elle-même, oui? Bon, moi je pense que ce n'est pas, c'est un slogan de passé. L'ennemi de la femme, c'est la femme elle-même. Parce que vous voyez que nous sommes ici, nous sommes des femmes. Quand bien même qu'il y a un peu des hommes qui nous ont accompagnés, mais nous sommes des femmes. Nous nous soutenons entre nous. Sauf que la femme, au niveau de la représentation électorale, elle est minime. Parce que la femme, elle est un peu pauvre. Elle n'a pas assez d'argent. Donc c'est ce qui fait que, parce que les élections sont coûteuses. Les élections demandent beaucoup d'argent. Et lorsque vous n'avez pas assez d'argent, vous n'allez pas vous hasarder à aller faire des élections. C'est ce qui fait que les femmes ne sont pas vraiment beaucoup représentées à ce niveau. Mais dans d'autres secteurs de la vie, vous voyez que les femmes sont nombreuses. Mais pour les élections de 2023, vous avez un message fort adressé aux femmes? Bien sûr, j'ai un message fort à adresser aux femmes. D'abord, les femmes, nous devons sensibiliser la femme d'abord au niveau de oh là là, elle m'a déboussolé celle-là. Donc, nous sommes en train de sensibiliser la femme, d'abord d'aller se faire enrôler. Lorsqu'il y aura des processus d'enrôlement, que la femme s'enrôle massivement. Aussi longtemps qu'elle ne représente pas à s'enrôler massivement, donc au niveau des élections, elle sera aussi en petit nombre pour voter d'autres femmes. Or, aujourd'hui, nous disons que nous avons notre slogan en disant que une femme en politique, la politique va la changer. Mais plusieurs femmes en politique vont changer la politique. Parce qu'il faudrait voter des lois pour la promotion de la femme. Il faudrait faire de lobbying pour changer des lois, comme je venais de dire ici, l'article 13, alinéa 3 de la loi électorale. Si la femme ne se lève pas, elle sera toujours omise, elle sera toujours mise de côté. Donc nous sommes en train de sensibiliser la femme pour que la femme puisse prendre conscience à ce qui concerne la matière d'enrôlement et des élections. Merci madame. La journée que vous avez organisée, parce que nous avons suivi, vous avez invité les mamans, quelle est l'opportunité à l'utilité de cette journée? Et la journée de la femme se fête tout le mois de mars. Nous avons voulu sensibiliser nos mamans sur l'opportunité qu'à cette journée, le 8 mars, le 8 mars, c'est la journée des droits de femmes. Vous savez très bien que l'ONU, en 1977, a décrété cette journée pour justement valider l'égalité entre l'homme et la femme. Bon. Est-ce que vous pensez que l'autonomisation de la femme, c'est un rêve ou c'est un mythe, encore moins une réalité? Non, non, non. Ou c'est un combat que vous devez amener? C'est un combat, l'autonomisation de la femme. Parce que la femme, elle doit se prendre en charge. Quand on dit elle doit s'autonomiser, donc elle doit se prendre en charge et savoir ce qu'elle veut et ce qu'elle veut et ce qu'elle fait. Parce que cette femme-là, elle est un agent de développement. On ne peut rien faire sans la femme. La femme est partout. À l'agriculture, on trouve la femme. À la maison, on trouve la femme. Partout, dans le commerce. Cette femme, c'est vraiment une plaque tournante. Et le développement de ce pays doit passer nécessairement par la femme. C'est pourquoi on doit autonomiser. Elle doit s'autonomiser. Parce qu'on ne dit pas que la femme, elle-même,
Donc elle doit faire en sorte qu'elle soit en mesure de faire ce qu'elle veut. Mais il faut qu'elle ait ce savoir-faire là. Donc on fait la campagne de l'éducation de la fille et de la maman, l'éducation de la jeune fille, l'instruction, parce que c'est cette fille-là qui un jour sera l'agent de développement. Elle doit être inscrite, il faut qu'elle acquiert une certaine autonomie, une certaine valeur qui puisse l'aider à évoluer dans une société qui a besoin d'elle. Merci madame.